Bonjour et bienvenue dans Elle d'Afrique. Alors aujourd'hui, je reçois Oumaima Mhejir. Ensemble, nous parlerons d'elle, mais nous parlerons également d'une Afrique qui se construit à travers sa jeunesse, ses femmes et des politiques publiques qui placent l'humain au cœur du développement. Et j'ai de la chance parce qu'elle est avec moi en studio. Bonjour Oumaima, quel plaisir de vous avoir. Merci Yasmine, bonjour et merci de m'accueillir. Alors, sans plus tarder, on ouvre le volet du parcours et c'est un parcours très particulier que vous allez nous raconter. On y va. Go. Alors, Oumaima Mhejir, vous êtes entrepreneur social, présidente fondatrice de l'Observatoire social. Et si je me rappelle bien, toute cette histoire, toute cette aventure a commencé un petit peu par hasard. Tout à fait, effectivement. C'est bien ça, à Marrakech. Tout à fait, à Marrakech. Voilà, alors racontez-nous. Alors, je suis ingénieure de formation, je suis de Bni Mellal. Un jour, en fin de parcours, dans cette période qu'est celle de la soutenance du projet de fin d'études, j'avais un gap et les soutenances étaient reportées de quelques mois. Étant issue de la classe moyenne, devant se débrouiller financièrement d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvée à devoir trouver un job étudiant encore, le temps de pouvoir soutenir et justement me lancer dans le marché du travail. Okay. Donc, j'ai rencontré par hasard cette association présidée par une Maroco-américaine qui s'appelle Nora Fitzgerald et l'association est Amal Women's Training Center, un centre de formation pour les femmes en situation de grande vulnérabilité économique et également sociale qui cherchait par hasard un communications manager. Je dois vous avouer que je ne connaissais rien à la communication. Je sais juste que I am a people's person et j'aime être avec les gens et participer à des activités qui ont du sens. Et il se trouve que je suis apparemment une bonne communicante. Et ceci a fait que je me suis retrouvée à faire ce job pendant 4 mois. Et en fin de ces 4 mois, je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de ce modèle qu'est l'entreprise sociale et l'entrepreneuriat social. Et je ne suis depuis plus jamais ressortie. Incroyable. Alors, petite parenthèse, diplômée, donc ingénieur de formation d'abord. Vous étiez prédestinée à quoi? Alors, j'avais un job qui m'attendait. J'avais un job qui m'attendait qui était celui ingénieur junior dans le domaine de la sécurité, la cybersécurité, la cybercriminalité. Mais ça ne me passionnait pas tellement. Okay. D'ailleurs, cette discussion de l'orientation au Maroc est un vrai sujet. J'ai fait ça par défaut un petit peu. Donc, je devais checker la box d'être ingénieure, fille d'enseignant. Et donc, je devais rendre mes parents fiers, qui est le cas de plusieurs Marocains et Marocaines. Chose faite, mais justement, je devais trouver ma quête. Alors, trouver votre place, et cette place, elle est venue à vous presque de façon, par hasard, de façon naturelle. Mais au moment où vous avez annoncé à vos parents, à votre père justement, que finalement, ce n'est pas une carrière d'ingénieur que je vais mener, mais je veux être au service des autres, et ça s'appelle l'entrepreneuriat social. Alors, il faut savoir que dans les années 2013, 14, 15, entrepreneuriat social, même aujourd'hui, il n'y a pas encore de cadre légal qui encadre l'activité d'entreprise sociale ou le statut d'un entrepreneur social. Il se trouve que j'ai la chance d'être soutenue par un papa qui croit en moi, même dans les décisions qui sortent un peu du lot et qui ne font pas beaucoup écho ni sens dans la société. D'ailleurs, j'ai été très critiquée par d'autres membres de la communauté en général. Et heureusement que j'avais son soutien. Il m'a dit, le salaire était complètement dérisoire, c'était vraiment c'était très petit, mais la cause était beaucoup plus grande que n'importe quelle autre opportunité. Mon père m'a suivie. J'ai pris son avis, il m'a dit, OK, fonce, vas-y, tu te sens, tu te plais, ça te parle. Et effectivement, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Alors, justement, ça veut dire quoi l'entrepreneuriat social et c'est qui un entrepreneur social? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est avoir une association et se verser un salaire à partir de cette association ou c'est autre chose? Le dispositif de l'entrepreneuriat social qui s'inscrit et qui s'intègre dans le tissu général de l'ESS ou l'économie sociale et solidaire
l'un dans l'autre, est en fait un dispositif qui permet d'abord de résoudre une problématique sociale, économique ou environnementale d'une communauté donnée ou d'un territoire donné, en se donnant les moyens par un modèle économique donné, un modèle innovant si possible, mais l'idée c'est de pouvoir s'autosuffire par un modèle économique et qui permet de servir cette cause. Donc ça, c'est le modèle de l'entrepreneuriat social dans sa définition. Le statut d'entreprise sociale au Maroc n'existe pas. Par contre, nos confrères tunisiens, par exemple, si on devait faire un petit benchmark de la région, dans ce domaine-là, l'entreprise sociale est un dispositif, c'est un statut juridique légal qui existe, qui permet de effectivement résoudre la problématique avec une activité économique où les associés ou l'entrepreneur social ou les entrepreneurs qui possèdent cette entreprise sociale vont se verser au maximum 49% des dividendes et au minimum à la cause verser 51% des dividendes. Aujourd'hui, n'ayant pas ce modèle juridique et légal existant, eh ben nous qui nous autoproclamons entrepreneurs sociaux et porteurs de projets qui ont un impact mesurable, économique, environnemental, social, avec un modèle économique intéressant, nous avons dû jongler avec le cadre légal. Et donc, en général, au Maroc, c'est quoi? C'est une structure associative qui a une activité économique donnée ou ce qu'on appelle l'isomorphisme institutionnel, une structure associative qui ressemble dans son fonctionnement et son cadre légal à une entreprise dans sa morphe, dans sa forme du coup, avec des processus, des procédures. On n'est pas juste des bénévoles qui venant passer du bon temps et faire ce qui était malheureusement le cas il y a une dizaine, une vingtaine d'années. On ne te prenait pas du tout au sérieux étant impliqué dans une association. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout un secteur économique. Et donc, je me décris comme entrepreneur social car je participe, pilote, conçoit ou évalue des programmes, des dispositifs qui servent justement la résolution d'une problématique donnée avec un impact mesurable, avec un modèle économique qui peut être vraiment intéressant en passant d'un projet à un autre, d'une structure à une autre. Ok, alors, la jeune fille diplômée, ingénieure, qui attend de soutenir, qui trouve un petit boulot pour justement subvenir à ses besoins, qui aujourd'hui est la présidente fondatrice de l'Observatoire social. Le cheminement, il s'est fait comment? En fait, les choses arrivent dans un ordre très intéressant. Et d'ailleurs, moi qui suis ingénieure, je calcule, j'ai tendance à vouloir architecturer les paths avant les chemins. Ouais, les chemins, j'ai d'abord une feuille de route, puis je la décline en plan d'action, puis j'ai un diagramme de Gantt et de perte, etc., etc. Et ça, nous les ingénieurs, on s'éclate à faire ça, on va dire. Mais j'ai appris, chemin faisant, que je gagnerais plus à avoir un cap, une vision. Voilà, donc il faut avoir quand même une vision. Et ensuite, le chemin se construit avec les dispositifs légaux, étatiques, publics existants. Et croyez-moi que les synergies et les intelligences du groupe font que les choses s'organisent et s'orchestrent. Ça, je n'y croyais pas avant en tout cas d'avoir mis moi-même les mains dans la pâte et me retrouver à devoir solutionner. Tu n'as pas les moyens et tu te retrouves devant une problématique et il faut trouver une gymnastique, et c'est ça la force du tissu des organisations de la société civile. On a cette agilité, cette proximité des problématiques et donc des communautés, des populations, et on s'adapte, bien évidemment, toujours en respectant le cadre légal, mais de manière à arriver à aboutir à une solution. Donc j'ai fait ça dans différentes échelles, les 12-13 dernières années, en dirigeant des projets, en dirigeant des organisations, en dirigeant des groupes. Au sein d'organismes différents, la vérité, des associations. J'ai dirigé des coopératives, j'ai participé à des projets de fondation d'entreprises, j'ai dirigé du coup des entreprises sociales, j'ai mené des pilotes nationaux, par exemple des écoles de la deuxième chance, nouvelle génération quand elles étaient dans leur démarrage. Donc on se testait et on documentait et à partir de ça on faisait du plaidoyer. Et c'est ça en fait le rôle de la société civile. Ce n'est pas de résoudre toutes les problématiques de la société, c'est impossible, mais c'est de servir de sorte de laboratoire de test. On va tester, on va faire le faire-faire, comme a été recommandé par le CNMD. Est-ce qu'on a les moyens de tester? Parce que ça coûte de l'argent aussi. Bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on n'apprend jamais mieux que par le test and learn. Mais est-ce qu'on a les moyens?
on se donne les moyens. Et quand on est sérieux et qu'on travaille dans des organisations sérieuses, légalement constituées, qui ont une certaine notoriété qui est amassée par la force de la réalisation, qui est respectée. J'ai souvent dirigé ou participé à des associations reconnues d'utilité publique. Du coup, la reconnaissance et la vérification du cadre légal et du fait qu'elle soit d'utilité publique. Donc, elle respecte le cadre de transparence, de gestion financière. Et quand on est crédible et on l'est longtemps, les gens finissent par associer votre nom à une solution, associer votre nom à la réussite d'un programme ou d'un projet. À une expertise, bien sûr. Effectivement. Absolument. Alors, ce que nos téléspectateurs et téléspectatrices n'ont pas vu, c'est que vous êtes arrivé avec un très beau collier. C'est un collier, vous m'avez dit, qui vient du Botswana. Tout à fait. Je vais vous le donner. Parce que vous n'avez pas pu le garder. Tout à fait. Parce qu'avec le micro, ça... Mais est-ce que vous pouvez juste le poser pour montrer ce que ça donne? Alors, ça ressemble à ça. Voilà, on peut le retirer pour qu'on ne se fasse pas gronder par notre ingénieur du son. J'entends très, très bien. Et il a raison. Et puis, vous portez aussi de très jolies boucles d'oreilles qui représentent le continent africain. Tout à fait. Tout à l'heure, on parle de vos actions au Maroc, mais elles ont une portée continentale. Comment? Je crois fermement que l'intelligence africaine, et du coup l'intelligence marocaine, on est très africain. Au cœur de son continent. On est au cœur du développement d'une dynamique sud-sud. On appartient au Global South, au Big South. J'ai travaillé avec des Africains du Grand Maghreb, du Nord d'Afrique, du coup la rive sud de la Méditerranée, de l'Afrique subsaharienne, de différentes régions d'Afrique, Nord, Sud, Est, ce que vous voulez, l'Afrique australe, etc. J'ai participé à des projets où j'ai piloté des dispositifs intéressants en Afrique. Par exemple, le Yes Africa, le Youth Empowerment Summit for Africa, qui est la première plateforme africaine qui traite du sujet des jeunes en situation de NEET en Afrique, qui sont en 2026 au nombre de 75 millions de NEET, qui est une initiative portée par Jadara Foundation, mais que j'ai dirigée, j'ai eu l'honneur de pouvoir diriger pendant une petite année. Donc je me suis imbibée et je me suis rendu compte qu'on était non seulement un pays riche en ressources naturelles, on est également riche en ressources humaines, mais nous ne sommes pas au maximum de notre potentiel. Nous n'exploitons pas notre potentiel en tant qu'acteur africain, en tant que citoyen africain, à son maximum. Contrairement à d'autres pays africains, vous voulez dire? À d'autres régions non africaines qui ont un passif historique qui est différent du nôtre. Et donc, le fait que j'ai travaillé dans ces programmes, le fait, c'est-à-dire d'avoir rencontré des personnes et des programmes qui sont extrêmement innovants et qui sont indigènes et endogènes à des communautés qui mériteraient d'être visibilisées, qui mériteraient d'être documentées, le fait que l'Afrique, en 2050, comptera plus du un quart de la population mondiale, et d'ici 2030, elle dépassera, c'est-à-dire le nombre de jeunes Africains, c'est-à-dire l'Afrique comptera le plus grand nombre de jeunes en Afrique par rapport à l'échelle mondiale. Donc c'est fou, c'est une force inouïe, mais dont on ne se rend pas compte de par plusieurs dispositifs. On finance énormément les infrastructures ferroviaires, portuaires, navales, aérospatiales, routières, minières et tout ça, mais on n'investit pas assez, à mon goût, dans l'être humain. Ok, alors justement, est-ce qu'il y a moyen de faire de la synergie africaine? Tout à fait, bien évidemment. L'Afrique a commencé depuis quelques années, et on arrive à le voir aujourd'hui, à prendre conscience de son potentiel et de sa force,
plusieurs pays africains reprennent leur autonomie et leur souveraineté entre les mains. On arrive à travailler entre pays et bien évidemment d'abord entre régions. Donc vous allez retrouver certaines forces et pôles économiques dans des régions de l'Est, de l'Ouest, australes, etc. Et des ressemblances territoriales, communautaires, et culturelle dans certaines régions, comme le connaissent toutes les régions de l'Afrique. Donc la synergie est possible. Tout à fait possible, bien évidemment. Pour justement valoriser au maximum, cultiver au maximum cette jeunesse qui sera, comme vous l'avez dit, d'ici 2030, le continent africain comptera la plus grande part de jeunesse dans le monde. Tout exactement. Alors, tout ça ne se fait pas facilement et ce parcours dont on a parlé que de très peu de choses parce que, comme on dit chez nous, vous avez un parcours extrêmement riche, beaucoup de choses réalisées, mais on ne peut pas tout aborder en 26 minutes. Eh bien, tout ça ne se fait pas facilement. Et c'est aussi bien peut-être quand on parle des difficultés, parce que ça nous humanise davantage et ça permet aux autres de se dire, si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. On ouvre cette petite porte, on y va. Et alors justement, cette partie-là, on l'appelle sans fard, parce qu'on dit les choses sans maquillage, sans rien cacher. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, Oumaima, dans la construction de cette trajectoire? Comme toute autre femme africaine, le fait de rêver, on a l'impression qu'on a l'obligation de passer par le fait de demander l'autorisation de rêver. Il y a également un conditionnement culturel africain en général, dans lequel on est conditionné, nous, femmes en particulier, dans notre genre. Je pense que ces conditionnements et ces schémas mentaux sont les plus difficiles à dépasser, à mon avis. Pourtant, vous avez eu la chance, vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir un papa qui a cru en vous, qui vous a soutenu. Mais malgré ça, c'est vrai, c'est vrai. Je suis la benjamine d'une fratrie de 2 grands frères, frères cadets aînés, qui sont bien évidemment des personnes qui sont, ce qu'est un aîné, un cadet dans une famille. Ils donnent l'exemple, ils vont ouvrir le chemin. Ce sont deux ingénieurs. Je pense que j'ai fait le choix d'ingénieur pour faire plaisir à mes parents, qui est en fait aujourd'hui... c'est une bénédiction et pas forcément la meilleure des décisions ou des schémas, mais je pense que j'ai été également conditionnée par le fait qu'ils soient mes 2 grands frères, mes idoles, mes exemples, et aujourd'hui ils font partie de mes 4 piliers très importants dans ma vie. Et donc j'ai envie de vous dire que justement cette famille marocaine, même ayant un papa qui soutient ses idées, qui te soutient dans tes idées, même les idées qui sont les plus contradictoires pour la société, on grandit dans une communauté qui est prédominée par le mal, qui est prédominée par le masculin, par l'homme. Quand on va arriver au marché du travail, on va exceller à l'école, mais on va se retrouver devant des plafonds de verre. Quand on va arriver à des postes de décision... Ça, vous l'avez vécu personnellement? Bien évidemment. J'ai dû gérer des personnes, je devais diriger une organisation avec des messieurs dans mon équipe qui sont en l'occurrence plus âgés que moi. Ouais. Il fallait mériter le respect, vous voyez. Ouais. et donc, ce conditionnement, il existe. La bonne nouvelle, dans mon cas, c'est que j'ai grandi dans une famille où ma maman, Allah yarhamha, Faïza Germaï, a été une femme leader. C'est elle la reine de la maison. Elle, une entrepreneuse de sang, une femme qui ouvre les portes. Elle a été à la tête d'un parti politique, Abni Millal, les années 80. Et d'ailleurs, j'ai vu une photo de moi récente. Je dois vous avouer que je n'étais pas up-to-date par rapport à ça, mais elle était enceinte de moi quand elle était en plein campagne électorale où elle défendait ses idées. C'est ça qui donne toute... Je pense, n'est-ce pas? Oui, absolument, ça se transmet. Donc oui, mériter sa place en fait. On compare très souvent
la réussite chez l'homme par rapport à la réussite chez la femme. On dit qu'un homme, quand il réussit, se dit je le mérite. Une femme, quand elle réussit, elle se dit je dois le prouver, en fait, que je l'ai mérité. Tout à fait. C'est le syndrome de l'imposteur et le syndrome aussi de la bonne élève. Ouais. Et j'ai vu récemment une étude qui est passée qui dit que les femmes ingénieures souffrent souvent du syndrome de la bonne élève. Et je dois vous dire qu'effectivement, je dois certainement m'assujettir à cette règle de la bonne élève et de l'imposteur. Maintenant, on travaille sur soi. Il y a des décisions qu'il faut prendre et il faut break the cycle, à mon avis. Rompre le cycle. Il faut rompre ce cycle. Nous, les femmes et les mamans, si nous ne faisons pas face à ces syndromes et nous ne les traitons pas. Si on ne les nomme pas d'abord, qu'on ne les pointe pas, on ne les reconnaît pas. Conscience. Si on ne les reconnaît pas, on les légitime pas, on ne les identifie pas, on ne se dit pas que c'est OK de les avoir, ça fait partie du parcours. Je pense qu'on va vivre toute notre vie à devoir se justifier et courir après cette reconnaissance. Et c'est quelque chose, c'est un déclic que j'ai eu, et je dois vous avouer récemment. Et je suis consciente et très contente d'avoir eu cette conscience et travaillé sur moi par rapport à ça. C'est libérateur. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. C'est un pattern que je retrouve beaucoup chez mes consoeurs qui travaillent, qui s'efforcent à être une bonne maman, à être une bonne citoyenne, à être une bonne dirigeante, à être une bonne leader, à être une bonne entrepreneuse, à diriger, à faire ceci, à faire cela. On a l'impression qu'il faut causer. Tout bien faire, cocher correctement toutes les cases, c'est essoufflant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on est une communauté et on est dans la sororité. Et quand on travaille dans des groupes, des communautés, des organisations où il y a cette bienveillance et c'est OK d'être dans la vulnérabilité, et je pense que ça, c'est c'est la meilleure leçon que j'ai pu retenir de mon parcours de leadership à Harvard. Il y avait une dame qui était chancelière et qui a juste... On était des femmes, je me suis sentie toute petite avec des grandes femmes pilotes, ambassadeurs, mais vous savez, là, vous etc., êtes en train de nous parler de transmission et c'est notre dernière partie. Alors, on va mettre le petit jingle et vous continuez l'histoire. Excellent. On y va. Donc, Oumaima Mhajir, formation à Harvard. Tout à fait. Avec de grandes dames. Avec de grandes dames, je me suis sentie toute petite et toute rikiki à côté d'elles. Et je pense que ça faisait partie également des facettes de ce syndrome de l'imposteur, alors que non, je devrais embrasser, toutes les femmes devraient embrasser ça. Et je me suis réconciliée avec cela. L'idée, c'est que cette dame, qui était une grande femme puissante, d'une grande puissance européenne, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée en larmes. Elle disait que même nous, politiciennes qui faisons et qui avons à diriger, etc., nous sommes des femmes et nous sommes humaines et nous sommes fatiguées à la fin de la journée et on doit retrouver nos foyers et nos enfants et j'ai besoin de faire mon sport parce que j'ai besoin de me sentir bien, mais j'ai pas le temps, etc. Et je pense que le leadership par la vulnérabilité, laisser transparaître cette vulnérabilité est l'un des meilleurs leviers de leadership qui puisse exister, en tout cas dans ce monde qui est celui d'aujourd'hui. Petit mot de la fin pour toutes les jeunes femmes et les jeunes de façon générale qui nous regardent. Petit mot de transmission finale. Alors pour les jeunes, je voudrais leur dire que nous ne sommes pas des étiquettes. Être jeune en situation de NEET n'est pas une fatalité. NEET, N-E-E-T pour dire Not in Employment, Education or Training. Il y a des chemins pour devenir des néo-NEET, la nouvelle génération des NEET, qui est la Next Generation of Entrepreneurs, Educators and Transformers. Nous avons la possibilité de nous créer nos propres opportunités. Et l'Afrique est le continent, et en tout cas pour le Maroc, et dans ce continent qui est en plein mouvement, il y a énormément d'opportunités. Et à chaque problème, à chaque difficulté, il y a au moins 2 solutions. Ça, c'est mon message pour les jeunes. Pour les femmes, osez rêver et affirmez-vous. Vraiment, affirmez-vous. Ce n'est pas de l'orgueil que de dire
que I'm good, je suis bien, je fais bien ça. Et l'embrasser et ne pas avoir honte de le dire, ce n'est pas du tout de l'orgueil. C'est au contraire habiller et porter ses forces parce qu'on a besoin de ça pour donner des exemples aux générations qui nous suivent. Et on a besoin de ça pour se le dire les unes aux autres et se uplift. Même si ça prend du temps, vous l'avez dit. Même si ça prend du temps à le réaliser. Tout à fait. Chacune de nous a son temps, chacune de nous a son rythme et nous avons besoin... Ça finit par venir. Ça finit par arriver. On a des déclics qui arrivent. On a des fois des accidents de la vie qui nous permettent de prendre... Et je pense qu'en général, dans la vie, we either win or learn. Soit on gagne, soit on apprend, soit on réussit, soit on apprend. Et tous les, entre guillemets, échecs, tous les moments de difficulté sont des opportunités, d'excellentes opportunités d'apprentissage pour rebondir. Oumaima Mhijer, c'était un plaisir d'avoir cet échange avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Un grand merci à toute l'équipe en régie, bien sûr à vous, nos chères téléspectatrices et téléspectateurs, et à très vite pour un nouvel épisode.